Oui, bonjour à tous. Comme l'a dit le modérateur, je suis Cyrano Mbolo. Je suis spécialiste des programmes et des politiques intensives en emploi au Bureau international du travail, au Bureau sous-régional pour l'OIT pour l'Afrique centrale, où nous travaillons sur la dizaine de pays qui couvrent l'Afrique centrale. Donc, je vais essayer de vous faire une présentation sur la problématique du chômage des jeunes dans le monde en général, en Afrique en particulier dans le contexte de la mondialisation, en insistant sur les challenges, les initiatives et les bonnes pratiques. Voilà. Bon, le contexte du marché du travail, plus ou moins, on le connaît. On l'a un peu abordé hier, hein, quand on a discuté un peu sur la problématique du taux de chômage. Quand plusieurs participants se plaignaient du fait que les indicateurs du taux de chômage qu'on décrit en Afrique ne correspondent pas toujours à la réalité du contexte africain. Mais pour revenir un peu rapidement là-dessus, d'une manière générale, on sait que les taux de chômage en Afrique sont généralement non faibles. Et cela s'explique par la définition qui est utilisée par l'OIT, dont la plupart des pays sont membres, pour définir le chômage. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois concepts forts à retenir dans cette définition du chômage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une recherche active du travail. Si le jeune ne cherche pas le travail, on considère que ce n'est pas un chômeur. Il faut également que le jeune soit disponible à accéder au travail qu'on lui propose. Donc s'il n'est pas disponible, on considère également que ce n'est pas un chômeur. Et généralement, et en fait, le dernier élément également à prendre en compte ici, c'est qu'on prend quelqu'un qui a travaillé même pendant 1 heure, pendant la semaine qui précède l'enquête, n'est pas considéré comme étant un chômeur. Ça, ce sont donc des critères sur lesquels se sont entendus dans les pays membres de l'OIT pour pouvoir appréhender le concept du taux de chômage. C'est pour ça qu'à ce moment, on arrive à des situations où on trouve que les taux de chômage sont relativement très faibles en Afrique. Mais effectivement, les statisticiens du travail continuent donc à réfléchir pour pouvoir améliorer les indicateurs. Aujourd'hui, on parle des taux de chômage élargis, etc. Notre collègue de l'Institut national de la statistique pourra certainement développer cette partie. Mais ce n'est pas cette information-là qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des concepts comme la notion de sous-emploi qui montrent effectivement qu'avec un taux de sous-emploi de près de 80%, la situation est suffisamment dramatique et est suffisamment dramatique pour les jeunes en Afrique. Donc, d'une manière générale, il y a 11 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail en Afrique. Et malheureusement, les offres de travail disponibles tournent autour de 3 millions. Donc, il y a un gap de près de 8 millions qu'il faut pouvoir satisfaire. Il faut pouvoir satisfaire chaque année, créer environ 8 millions d'emplois en Afrique pour pouvoir satisfaire les besoins des jeunes en matière de travail. Un élément également qui est important, c'est le concept de travailleurs pauvres. Donc sur 100 travailleurs en Afrique, d'une manière générale, on a environ 38, une quarantaine qui sont pauvres. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin à 4 heures pour aller travailler, rentrent le soir à 18 heures, mais ils ont des difficultés à pouvoir nourrir leur famille parce qu'ils sont pauvres, ils travaillent mais ils sont pauvres. Donc ça c'est également une problématique qu'il faut effectivement adresser. Une problématique également importante, c'est celle du secteur informel. Aujourd'hui, on constate effectivement que dans la plupart des grandes villes africaines, la situation du secteur informel est de plus en plus grandissante. Aujourd'hui, près de 90% des travailleurs en Afrique travaillent dans le secteur informel. Et on connaît ce que c'est que le secteur informel. Ce sont des conditions de travail précaires, ce sont des niveaux de salaire très très bas. Donc, à peine 10% des travailleurs en Afrique travaillent dans le secteur formel. Le reste, c'est dans le système D. Un élément également important, c'est l'inefficacité, plus ou moins l'inefficacité des ressources mobilisées dans les différents pays pour accompagner les différentes initiatives en matière d'emploi. Comme on l'a constaté hier, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, mais globalement, on s'interroge sur l'efficacité de toutes ces politiques et programmes. Bien sûr, effectivement, il y a la question de l'inadéquation entre la formation et l'offre de travail, qui est également une problématique qui date depuis plus de 30 ans, mais que malheureusement, visiblement, on n'arrive toujours pas à trouver les bonnes solutions. Et enfin, il y a la question de la démographie galopante,
avec la question du dividende démographique tel que l'a abordé le modérateur. Ce sont également tous ces aspects-là qui cadrent un peu le contexte du marché du travail en Afrique. Voilà, les principaux défis et challenges, c'est-à-dire, ici on va essayer donc d'aborder quels sont les principaux défis et challenges du marché du travail en Afrique. Mais d'une manière générale, c'est donc le défi de l'adéquation formation-emploi, de la croissance inclusive et du dividende démographique. Si les pays africains arrivent à adresser ces trois principaux défis, nous sommes totalement persuadés qu'ils arriveront à résoudre et à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Voilà. Le premier défi qu'on va aborder un peu plus en détail ici, c'est le défi de l'inadéquation entre l'offre de main-d'œuvre et les besoins actuels et futurs des économies et du secteur privé. Malheureusement, c'est un défi dont on parle depuis plus de 30 ans, 40 ans en Afrique. Le défi de l'inadéquation entre l'offre de formation et les besoins des entreprises. Mais malheureusement, comme le disait, je crois, l'un des intervenants hier, dans un pays comme le Cameroun, pratiquement tous les 100 mètres, on trouve un institut de formation qui forme des jeunes et où les parents payent des montants exorbitants pour pouvoir former leurs enfants. Mais on sait aussi que ces jeunes sont formés dans des disciplines dont le marché du travail n'a pas besoin. Donc on est en train de former des chômeurs. Donc la question que l'on se pose, c'est de savoir, mais qu'est-ce que font les gouvernements, qu'est-ce que font les SPE pour pouvoir orienter ces instituts de formation dans les formations adaptées et les formations qui cadrent avec les besoins du marché du travail. Donc ça, c'est vraiment une problématique intéressante et pour laquelle il faut arriver à trouver des solutions. Parce qu'on en parle depuis plus de 40 ans, mais malheureusement, les choses ne bougent pas et on continue toujours à former les jeunes dans des filières, pour lesquelles ils n'auront pas de débouchés sur le marché du travail. Alors qu'aujourd'hui, il y a des filières qui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus innovantes qui vont offrir effectivement des opportunités de travail pour les jeunes, notamment dans le secteur de l'agro-industrie, où effectivement, si on arrive à insérer les jeunes dans les différents maillons des chaînes de valeur agricoles, cela va effectivement pouvoir donner des opportunités de travail aux jeunes. Dans les technologies de transformation, de conservation de produits, dans le développement des énergies nouvelles, etc. Mais malheureusement, on continue toujours à former nos jeunes dans les filières littéraires, dans les filières sociologiques et tout le reste, alors qu'on sait que le marché du travail n'a pas besoin de ces gens formés dans ces filières-là. Donc il faut effectivement que les différents gouvernements, les services publics d'emploi prennent leurs responsabilités pour pouvoir adresser ces problèmes et qu'on finance effectivement les programmes pour lesquels on a effectivement besoin pour pouvoir résoudre ce problème de l'inadéquation entre l'offre de main-d'œuvre et les besoins des entreprises. Il y a également le défi lié à la faiblesse des stratégies sectorielles et macroéconomiques à promouvoir des emplois productifs. Au lendemain du sommet des chefs d'État de Ouagadougou de 2004, la plupart des pays avaient pris l'engagement de promouvoir la création d'emplois. Et dans la plupart des pays, on s'est contenté d'intégrer l'emploi dans les documents stratégiques, etc., etc. Mais malheureusement, on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. On s'est contenté des discours, de mettre l'emploi et la jeunesse au centre des politiques, mais sans réellement le traduire en éléments concrets et opérationnels pour pouvoir faciliter effectivement la création d'emplois. Il faudrait que dans les stratégies sectorielles, au niveau du ministère, par exemple, des infrastructures, au niveau du ministère de l'agriculture, au niveau du ministère de l'élevage, qu'effectivement on puisse définir des stratégies opérationnelles qui intègrent effectivement les questions d'emploi de façon concrète et précise. Et le BIT a accompagné un certain nombre de pays pour pouvoir donc intégrer cette dimension d'emploi et mettre également à la disposition de pays un certain nombre d'outils pour pouvoir leur permettre effectivement d'intégrer ces questions d'emploi dans les politiques. Nous avons par exemple au Cameroun aidé le ministère de l'Emploi à développer un outil d'intégration de l'emploi, un outil d'estimation du potentiel emploi attendu du budget d'investissement public.
C'est-à-dire que quand on vote le budget, on est capable de savoir, a priori, quel est le potentiel emploi que ce budget d'investissement public va générer. Donc c'est avec des outils comme ceux-là qu'effectivement les gouvernements peuvent pouvoir réellement intégrer la question d'emploi dans leur stratégie sectorielle. Il faut qu'on sorte des dimensions politiques et stratégiques et que dans les dimensions opérationnelles, on arrive réellement à intégrer ces dimensions d'emploi. Mais la difficulté que nous avons également, le BIT, c'est qu'on peut mettre à la disposition des pays un certain nombre d'outils, mais du fait des pesanteurs politiques, ces outils-là peuvent ne pas être utilisés. Un outil comme celui-là, s'il était systématisé dans le cadre de la programmation budgétaire, il allait pouvoir permettre aux pays de pouvoir sélectionner les projets les plus créateurs d'emplois. Et cela allait pouvoir permettre effectivement d'offrir des opportunités d'emploi réelles pour les jeunes, étant entendu que le budget d'investissement public est donc l'outil le plus puissant mis à la disposition des États pour adresser leurs problèmes socio-économiques. Il y a également le défi de la croissance inclusive. Le modérateur a abordé un peu cette question tout à l'heure. Pendant, je crois, au lendemain de la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire, quand le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, pendant 3, 4, 5 ans, un pays comme la Côte d'Ivoire a eu un taux de croissance à 2 chiffres. On avait des taux de croissance de 10%. Mais malheureusement, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, quand vous interrogez n'importe quel Ivoirien, ils vont vous dire qu'eux, ils ne sentent pas, ils ne perçoivent pas cette croissance-là. Et le président Ouattara avait l'habitude de dire que l'argent ne fait pas le bruit, que c'est pour ça que les Ivoiriens n'arrivent pas à sentir les effets positifs de cette croissance. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, dans tous ces pays-là, la croissance n'est pas inclusive, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas effectivement aux citoyens ordinaires de pouvoir ressentir les effets bénéfiques de la croissance. Il appartient au pays donc de définir des politiques et des outils pour que concrètement cette croissance-là puisse être ressentie effectivement au niveau des populations. Je pourrais prendre un exemple, un pays qui n'est peut-être pas un modèle, mais on a quand même le représentant de la Tunisie qui est dans la salle, il pourra peut-être aussi en dire plus. Moi, j'ai travaillé en Tunisie pendant 4-5 ans avec la Banque africaine de développement. Mais ce que j'avais trouvé extraordinaire en Tunisie, quand on regardait le niveau de salaire des fonctionnaires en Tunisie, quand on le comparait en utilisant le taux de change avec les niveaux de salaire des fonctionnaires dans les autres pays, c'était quasiment la même chose. Mais quand vous regardez la qualité de vie qu'un fonctionnaire moyen en Tunisie avait, ça n'avait rien à voir avec la qualité de vie d'un fonctionnaire dans un pays en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Je parle bien sûr de la Tunisie de la période avant les événements de la Tunisie de Ben Ali, du président Ben Ali. Ça n'avait rien à voir. Les Tunisiens, avec le même niveau de salaire, avaient une qualité de vie largement supérieure. Vous avez les jeunes Tunisiens, quand ils commençaient à travailler, l'État avait mis en place un certain nombre de dispositifs qui lui permettaient d'avoir accès au logement, d'avoir accès à un moyen de transport décent et tout le reste. Donc ce sont des incitations, des mécanismes, des mécanismes bancaires, etc., des mécanismes fiscaux qui peuvent être mis en place par l'État pour que la croissance soit réellement inclusive, pour qu'elle puisse effectivement bénéficier à toutes les populations. Un élément également important, c'est la question du dividende démographique, le défi du dividende démographique. Hier, on a parlé un peu des questions de planning familial, qu'il fallait réduire la natalité. Le président du Mozambique en a parlé. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive à une situation où la population active dans les pays africains va devenir plus importante que la population non active. C'est-à-dire la population active, la population en âge de travailler, va devenir beaucoup plus importante que la population non active. La population non active, ce sont les enfants de moins de 15 ans et ce sont également les parents, c'est-à-dire les grands-parents plus de 70 ans qui peuvent plus travailler. Donc, en principe, si la population active
devient plus important que la population non active, moi, un jeune actif, j'ai en principe beaucoup plus de moyens parce que j'ai moins d'enfants. Au lieu d'avoir 6 enfants, 10 enfants comme mon papa, j'ai 2, 3 enfants. Je n'ai qu'à m'occuper de 3 enfants et éventuellement un grand-parent. Alors que mon papa, lui, devait s'occuper de ses 15 enfants, de ses grands-parents et une multitude de cousins et de cousines. Aujourd'hui, au cours de ces 30 prochaines années, on va arriver à une situation où la population active, c'est-à-dire les jeunes en âge de travailler, sera beaucoup plus importante que la population inactive. Ce qui suppose que cette population active pourra faire beaucoup plus d'économies et pourra dégager une épargne pour pouvoir faire des investissements et tirer l'économie vers le haut. Mais cela ne sera possible que si cette population active est effectivement au travail. Mais si cette population active se trouve au chômage, on ne pourra pas bénéficier de ce que les démographes appellent le dividende démographique. Mais si cette population active est effectivement au travail, si les gouvernements arrivent à définir des politiques, mettre sur pied des politiques de formation qui font à ce que, effectivement, ces jeunes puissent avoir des opportunités de travail, on va pouvoir bénéficier du dividende démographique. Mais dans le cas contraire, cela va devenir effectivement une charge et une bombe à retardement parce qu'il faudra pouvoir trouver des emplois à près de 375 millions de personnes. Et ça, je vous assure, ce n'est pas possible. Si on prend le cas d'un pays comme le Cameroun, je crois qu'il faudra trouver des emplois à près de 10 millions à 15 millions de personnes. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, où on a une population de... On n'a peut-être pas les dernières statistiques, mais la population est estimée autour de 90 millions d'habitants. Je pense qu'il faudra trouver le travail à près de 30 millions de personnes. Mais comment est-ce qu'on va faire? Donc, effectivement, cela peut être une opportunité. Elle sera il faut qu'on arrive à transformer cela en une opportunité. Mais dans le cas contraire, ça va devenir une situation ingérable pour la plupart des pays africains. Et puis, il y a la question de la prépondérance du secteur informel. Comme vous le savez, le secteur informel, c'est le secteur dans lequel... c'est un secteur qui est très dynamique, hein, ça il faut le dire. C'est-à-dire, c'est un secteur où il y a une compétition du marché, c'est le capitalisme à outrance. Si quelqu'un arrive à s'en sortir dans le secteur informel, ça veut dire que dans le secteur formel, en principe, il a les outils, il est armé pour pouvoir s'en sortir. Mais malheureusement, la réalité du secteur informel, c'est que ce sont les conditions de travail qui ne sont pas décentes. Les travailleurs du secteur informel n'ont pas accès aux facilités bancaires, ils n'ont pas accès au système de protection sociale, etc. Ce sont les violations des pays formes de travail, c'est le travail des enfants, c'est un secteur dans lequel il n'y a pas de contrat de travail, c'est un secteur où il n'y a aucune loi, donc c'est un secteur dans lequel quelqu'un ne peut pas s'épanouir. Donc il faut autant que possible essayer donc, de réduire ce secteur informel dans les pays africains. C'est un challenge très important parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des économies africaines, 90% des travailleurs sont dans le secteur informel. Et il faut essayer de voir dans quelle mesure il faut que les États, les SPE, arrivent à définir des politiques pour pouvoir permettre non, à ces travailleurs du secteur informel de migrer vers le secteur autant que possible, vers le secteur formel. Et je sais que le BIT accompagne un certain nombre de pays en mettant sur pied un certain nombre de programmes pour pouvoir accompagner cette migration vers le secteur formel de l'économie. Il y a également, maintenant il est question de voir quelles sont les initiatives que nous pouvons envisager pour essayer donc autant que possible de sortir de ces situations de précarité, de ces situations de sous-emploi généralisé. Bien évidemment, il n'y a pas de solution miracle, hein. Ce sont des choses que vous connaissez déjà, mais maintenant il est de savoir comment faire tourner la musique et comment est-ce qu'on peut élaborer effectivement des politiques qui peuvent marcher. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes une audience suffisamment variée, il y a des expériences diverses de différents pays, c'est en échangeant les uns les autres qu'on peut tirer donc effectivement profit des expériences qui ont marché dans les autres pays pour pouvoir voir dans quelle mesure on pourrait les appliquer dans le contexte de vos différents pays. Mais un élément aussi qui est quand même important, c'est que la théorie économique nous enseigne quand même que la croissance des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre comme l'agriculture, l'infrastructure,
et le secteur de manufacturier. Ce sont ces secteurs dans lesquels, ce sont dans ces secteurs-là qu'il y a des gisements d'emplois. Ce sont dans ces secteurs-là qu'il y a des gisements d'emplois importants. Ce n'est pas dans le secteur à forte intensité capitalistique comme l'exploitation pétrolière et minière. C'est dans le secteur de l'agriculture, c'est dans le secteur de l'infrastructure, c'est dans le secteur manufacturier qu'il y a effectivement des gisements d'emplois importants. Donc c'est dans ces secteurs-là que vos programmes doivent être élaborés pour pouvoir offrir effectivement des opportunités d'emploi décents pour les jeunes en Afrique. La première initiative, c'est actionner les leviers politiques et institutionnels pour intégrer l'employabilité et l'emploi des jeunes dans les cadres nationaux de développement. Ça, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Il faut qu'on sorte des concepts creux, des concepts vagues, pour que, effectivement, on arrive à implémenter les politiques et stratégies par des instruments concrets qui arrivent effectivement à créer des emplois. Parce que c'est facile de dire qu'on a mis l'emploi au centre des documents de stratégie de croissance, mais s'il n'y a pas des outils spécifiques pour les accompagner, cela ne produira aucun résultat. Donc pendant 20 ans, 30 ans, on va dire que l'emploi est au centre, mais cela n'aura aucun résultat. Je vous ai dit que le BIT avait élaboré un outil qui permet d'estimer le potentiel emploi attendu du budget d'investissement public. Donc ça veut dire que tout gouvernement, au moment où il vote son budget, peut pouvoir estimer le potentiel emploi attendu, de manière à sélectionner effectivement des emplois, des projets et des programmes qui vont générer le plus d'emplois. Ça, ce sont des outils concrets qui permettent effectivement de mettre l'emploi au centre des politiques. Promouvoir l'intégration sous-régionale et régionale. Je crois que c'était l'ancien directeur de l'ANPE au Congo qui disait hier ici que, effectivement, malheureusement, il y avait une très faible coordination des politiques au niveau de la CEP même. Il regrettait cela. Effectivement, au niveau également des programmes, au niveau des programmes de promotion d'emploi, il faudrait effectivement avoir une approche globale de manière à ce que les différents pays ne puissent pas se faire de la compétition dans la recherche des marchés et dans les politiques de création d'emplois. Il ne faudrait pas qu'un pays comme le Gabon se lance dans une réforme agricole qui porte sur la culture de l'huile de palme, en sachant que à 20 km plus loin au Cameroun, on est également dans le même secteur agricole, la même spéculation agricole. Donc il faudrait pouvoir avoir une approche globale au niveau sous-régional de manière à développer des synergies. Cela va également dans le domaine de la formation, où on peut développer effectivement des centres d'excellence de formation pour pouvoir mieux utiliser les ressources et assurer également une meilleure formation des jeunes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'effectivement, il faut pouvoir favoriser dans la création des centres d'excellence, même que ce soit dans les différents métiers porteurs, de manière effectivement à pouvoir trouver des débouchés concrets pour vos jeunes. Il faudrait également que les SPE même développent effectivement des synergies. Pourquoi ne pas penser à des modèles où effectivement si il y a un déficit en matière dans une filière très précise au Gabon, qu'on puisse faire venir effectivement des travailleurs qui ont été identifiés dans un marché porteur comme celui du Cameroun ou bien éventuellement de la République démocratique du Congo. Et il faut également optimiser les instruments de politique de l'emploi, c'est-à-dire les politiques et programmes actifs du marché de l'emploi. Là, je pense que des pays comme la Tunisie peuvent avoir effectivement comment on appelle ça, des success stories à partager. Des success stories à partager, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir agir sur le cours du travail. Il faut pouvoir même agir sur les incitations fiscales, sur les instruments bancaires, pour pouvoir essayer autant que possible de faciliter l'insertion des jeunes. Il faut accorder des incitations fiscales aux entreprises créées par les jeunes, de manière à ce que effectivement ces jeunes puissent facilement s'intégrer dans la vie active et sortir du secteur, sortir notamment du secteur informel. La quatrième initiative, bien sûr, c'est investir dans l'éducation fondamentale et optimiser les systèmes éducatifs et de formation professionnelle. Il faut encourager le stage et l'apprentissage comme moyen de promotion de l'employabilité des jeunes
Les programmes de recyclage également sont également des choses à encourager. Un élément important également, créer des dispositifs de formation innovants et de développement des compétences pour les jeunes. Définir des profils des jeunes, demandeurs d'emploi qui correspondent aux réalités locales. C'est bien, la collaboration avec les grandes institutions internationales comme l'OIT, comme l'ANPE et tout le reste, mais il faut vous assurer effectivement que quand ces partenaires techniques viennent, ils viennent avec des outils qui correspondent avec vos besoins. Autant que possible, il faut adapter les outils développés par toutes ces grandes institutions internationales-là pour qu'ils soient effectivement conformes avec vos besoins. Un élément aussi important dans le secteur agricole, on sait que le secteur agricole occupe près de 60% de la population active dans la plupart des pays africains, mais malheureusement la réalité c'est que ce secteur agricole-là c'est pour l'économie du petit déjeuner, c'est-à-dire c'est les petites exploitations familiales qui n'ont pas un grand potentiel. Donc il faudrait effectivement que des mesures spécifiques pour pouvoir transformer ces petites exploitations familiales de manière à ce qu'effectivement elles puissent être, de façon à ce qu'elles puissent être compétitives. Et l'image ici qui me vient rapidement à l'esprit, vous voyez en Afrique on dit que c'est 60% de la population active qui est dans le secteur agricole. Mais pour une production qui est faible, la productivité est faible, les rendements sont faibles, les salaires sont faibles, alors que dans les pays européens, c'est à peine 4% de la population active qui est dans le secteur agricole. Donc c'est à peine 4% de la population active qui arrive à nourrir tous les pays européens et arrive encore à exporter leurs excédents de production dans les pays africains. Donc effectivement, ça doit nous amener à nous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est parce que les Africains ne travaillent pas? Je dirais non, parce qu'on voit tous les jours comment les vieilles femmes se lèvent à 4 heures du matin pour aller au champ et tout le reste. On les voit travailler. Donc effectivement, c'est un problème de productivité, c'est un problème d'accompagnement. C'est concret, c'est réel. C'est pas dans les documents de stratégie de croissance et de l'emploi. Non, ce sont des mesures concrètes, opérationnelles et précises qui doivent être développées pour pouvoir accompagner ces jeunes paysans de manière à ce qu'elles puissent effectivement sortir de l'économie traditionnelle. Et enfin, il faut lever les goulots d'étranglement au développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Ça entre toujours dans toutes les mesures incitatives que nous pouvons mettre, que les États, que les SPE peuvent pouvoir mettre sur pied pour pouvoir favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. C'est vrai que nous, dans la plupart de nos pays, malheureusement, les success stories, ce n'est pas les histoires des entrepreneurs. Dans la plupart des pays africains, quand on montre quelqu'un qui a réussi dans la vie, c'est un homme politique, c'est quelqu'un qui était ministre. Quand il arrive au village, tout le monde est content. Alors qu'on sait que, bon, un homme politique, généralement, il n'a pas il a un mérite, ça c'est sûr, parce qu'on ne devient pas un leader politique aussi facilement. Il a un mérite, mais il faudrait qu'on fasse la promotion également des brillants entrepreneurs qui ont réussi de manière à ce que nos jeunes enfants, nos jeunes petits frères soient stimulés par cette envie de réussir dans le monde des affaires. Dans les pays occidentaux, notamment dans un pays comme les États-Unis, quand un jeune sort de l'université, son ambition c'est de travailler pendant 3, 4 ans, 5 ans et de faire les affaires. Dans le contexte africain, quand un jeune sort de l'université, son ambition c'est d'être directeur dans un ministère, d'être ministre, c'est-à-dire il n'ambitionne même pas d'aller dans le monde des affaires. C'est quelque chose qui ne le concerne même pas. Et dans le pire des cas, s'il arrive à aller dans le monde des affaires, c'est parce qu'il va créer des entreprises fictives pour leur accorder, pour leur faciliter les marchés. Donc il faudrait que tout ça, ça change. Il faut qu'on ait une culture, il faut qu'il y ait une culture d'entreprise. Et pour qu'il y ait cette culture d'entreprise, effectivement, de réussite par le monde des affaires, cela doit entrer par la sensibilisation, la communication, même la formation. C'est-à-dire, il faudrait que dans les écoles primaires, etc., on commence à éduquer les jeunes sur la réussite par les affaires, la réussite par l'entrepreneuriat. Ça, c'est également important. Il faut qu'on change le paradigme qui dit qu'on réussit par l'administration publique. Et ça, effectivement,
Ce sont des choses importantes. Bien sûr, il faut accorder des facilités fiscales aux jeunes dans les secteurs productifs et porteurs. Et comme je vous le disais, l'exemple de la Tunisie devrait pouvoir nous parler. Il y a quand même, on avait constaté, on voyait concrètement qu'il y avait quand même un certain nombre de dispositifs en Tunisie, au Maroc, qui permettaient effectivement aux jeunes de pouvoir avoir accès à ce monde de l'entrepreneuriat. Bon, bien évidemment, il y a des bonnes pratiques qui ont marché. De façon un peu ramassée comme ça, on a essayé d'identifier quelques bonnes pratiques qui ont marché dans un certain nombre de pays. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les programmes intensifs en emploi, qu'on appelle généralement les programmes IMO. Alors, beaucoup de pays mettent en œuvre ce qu'ils appellent les programmes IMO, mais bon, ce n'est pas toujours des programmes IMO au sens de l'OIT. Il y a des exemples qui ont bien marché, par exemple, où on a eu des investissements importants. C'est le cas de l'Afrique du Sud. Même un grand pays aujourd'hui, comme l'Afrique du Sud, un pays industrialisé, met encore en œuvre des programmes intensifs en emploi pour pouvoir adresser ces problèmes de chômage et de sous-emploi. Donc les programmes intensifs en emploi, lorsqu'ils sont bien menés et bien financés, peuvent effectivement être une opportunité de création d'emplois directs pour les jeunes. Et ça peut leur permettre effectivement d'avoir des opportunités économiques. Bon, bien évidemment, il y a les services publics de l'emploi. Lorsque les services publics de l'emploi sont bien organisés, ils peuvent produire des résultats importants. Moi, je prends l'exemple des services publics de l'emploi de l'Angola. Je ne sais pas si notre ami du Mozambique pourra nous partager l'exemple de l'Angola. C'est un exemple aussi de service public de l'emploi qui m'avait parlé. J'étais impressionné de voir la capacité vraiment qu'avait ce service public de l'emploi. Mais on a celui du SPE, on a celui du Cameroun qui a produit un certain nombre de résultats que vous connaissez. On a également, pour essayer d'assurer la transformation, le passage des petites organisations paysannes en véritables structures de production. Il y a l'organisation en coopérative, en groupement d'intérêt économique, peut également être un outil qui peut être utilisé pour favoriser effectivement, pour permettre à ces petits agriculteurs d'effectivement accroître leur production. Mais il faudrait qu'il y ait un accompagnement. Il faudrait qu'il y ait absolument un accompagnement du secteur agricole par des incitations financières, et bancaires. Et les SPE ont un rôle important à jouer parce que vous êtes quand même au sein des différents conseils d'administration des SPE, il y a le gouvernement qui siège, il y a un certain nombre d'acteurs, donc vous devez pouvoir jouer votre rôle de plaidoyer pour pouvoir faire ce que cela se passe. Il y a également les programmes d'amélioration des apprentissages informels. On a un exemple d'un projet au Zimbabwe où effectivement cela a pu se faire et améliorer vraiment le système d'apprentissage informel. Le modérateur pourra nous partager avec l'exemple des programmes d'appui à la réinsertion des conducteurs de moto-taxi au Togo. Au Togo, c'est un pays où vraiment le phénomène de moto-taxi est très important. Il y a un programme qui a été élaboré qui a pu permettre un meilleur encadrement et donner des opportunités à ces jeunes parce que ces jeunes-là ne doivent pas rester toute leur vie à conduire des motos-taxis. Pour ceux qui peuvent effectivement passer à un autre niveau, un autre type de métier plus rentable, il y a des opportunités qui peuvent leur être offertes. Enfin, il y a ce qu'on appelle le programme GME du BIT, Gérer mieux votre entreprise, qui offre également un certain nombre d'outils pour pouvoir permettre effectivement à ces jeunes d'avoir accès à un meilleur emploi. Je vous remercie.